Vous venez d'acheter un Lumix S5 ou vous en possédez un et vous êtes un petit peu perdu avec l'interface. Je m'appelle Romain Sarré, je suis photographe, réalisateur et ambassadeur Lumix. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer très simplement les molettes, les boutons, les modes, les infos à l'écran afin que vous puissiez vraiment prendre en main rapidement le Lumix S5 et surtout afin de l'exploiter à 100%. Si on regarde sur la gauche du boîtier et que l'on ouvre les deux volets de protection, on trouve de haut en bas les branchements suivants. Prise micro, prise casque, prise HDMI et prise USB-C. C'est grâce à cette dernière que vous pourrez recharger votre appareil grâce à un adaptateur secteur ou encore mieux, grâce à une batterie externe, ce qui s'avère très utile sur un tournage. Évidemment, elle vous permettra également de vous connecter à votre ordinateur pour par exemple transférer vos médias. En haut de l'appareil, vous trouverez l'indicateur de charge. La LED sera rouge lors de la recharge et si elle clignote, c'est qu'il y a un problème de chargement. Lorsqu'elle s'éteint, c'est que la batterie est chargée à 100%. Sur la droite du boîtier, vous trouverez le volet qui permet d'accéder au logement des cartes SD. Et concernant le type de carte que je recommande, on en parlera dans le chapitre des accessoires. La molette de gauche du S5 est principalement dédiée au mode photo et au mode timelapse. Elle vous propose 5 modes. Le premier, représenté par un carré simple, est le single shot ou prise de vue unique. Et c'est dans ce mode que je vous conseille de laisser le boîtier quand vous l'utilisez en vidéo, car cela évitera des soucis d'interférence au niveau des menus. Vous trouverez ensuite deux modes représentés par les chiffres romains 1 et 2. Ils correspondent au mode rafale de l'appareil photo. Le chiffre 1 étant le mode rafale standard, alors que le chiffre 2 est le mode rafale photo Sika. Le mode suivant, représenté par une horloge avec deux flèches, correspond au mode timelapse et je vous expliquerai justement cette fonction en détail dans l'un des chapitres suivants puisqu'il est très utile en vidéo. Le cinquième et dernier mode est représenté par une icône horloge mais avec une simple flèche et il s'agit tout simplement du retardateur photo. Mais comme je vous l'ai dit au début, lorsque vous utilisez votre S5 en vidéo, il vaudra mieux rester sur le premier mode, à savoir le carré. Passons maintenant à la molette de droite du S5 qui va vous servir à choisir les modes de prise de vue photo ou vidéo, c'est-à-dire automatique, manuel ou utilisateur. Le premier mode que vous allez trouver c'est le IA et pour faire simple il s'agit d'un mode complètement automatisé que je vous déconseille puisque le but de cette formation est de savoir comment appréhender et régler votre boîtier manuellement. Et tout ce qui est automatisme est donc à éviter puisque vous ferez des images beaucoup plus belles lorsque c'est vous qui réglez votre appareil. Le deuxième mode que vous allez trouver c'est le mode P. P comme programme, il s'agit d'un mode semi-automatique dans lequel vous pouvez choisir certains paramètres comme les ISO, la balance des blancs, etc. Le troisième mode c'est le mode A, A comme aperture, ce qui signifie ouverture. Et en utilisant ce mode, vous avez la possibilité donc de choisir votre ouverture et donc le chiffre F de votre objectif et le boîtier s'occupera du reste pour l'exposition. Le quatrième mode, c'est le mode S, S comme speed et donc vitesse en français. Vous avez donc la possibilité ici de choisir votre vitesse de prise de vue et le boîtier s'occupera du reste pour être bien exposé. Ensuite, mode M, c'est le cinquième mode. M comme manuel, il vous permettra de choisir tous les paramètres et surtout ouverture et vitesse. Ce mode commence à être intéressant pour la vidéo, mais ce n'est pas encore celui qu'il faut choisir parce qu'il est plutôt recommandé celui-là pour la photo. On arrive justement au sixième mode qui est caméra M et c'est celui-là qu'il vous faudra choisir lorsque vous filmez avec le S5. C'est tout bête mais c'est le seul mode qui vous permettra d'avoir accès à tous les réglages en vidéo. Donc gardez bien en tête que c'est le mode qu'il faudra absolument choisir pour la vidéo, pour le S5. Le septième mode s'appelle SNQ, ça veut dire Slow and Quick, et c'est le mode qui est destiné à faire des vidéos ralenties ou slow motion, et vous pourrez l'utiliser en dépannage puisque nous allons voir ensemble qu'il est bien plus qualitatif de faire des ralentis manuellement en post-production. Et on finit avec les modes C1, C2, C3, et c'est ici que réside l'un des premiers secrets de Lumix. En effet, il s'agit des trois modes utilisateurs que vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez. Ce sont des modes avec tous vos pré-réglages préenregistrés et ils vous permettront d'être extrêmement rapides et efficaces et nous verrons ensemble comment bien les utiliser et les paramétrer. Sur le S5, vous allez trouver 9 boutons au dos de l'appareil et 2 devant. Nous allons voir à quoi ils correspondent, mais sachez déjà que l'une des fonctions très puissantes du S5, c'est qu'en restant appuyé quelques secondes sur la plupart des boutons,
vous donnera la possibilité de leur attribuer la fonction de votre choix, et on en reparlera d'ailleurs dans la partie customisation. Commençons par le bouton lecture qui se trouve en haut à gauche et qui vous permet d'accéder aux médias que vous avez capturés, c'est-à-dire vos photos et vos vidéos enregistrées sur la carte SD. À sa droite, vous avez un bouton qui s'appelle LVF et qui va simplement vous servir à régler l'alternance entre le viseur électronique et le moniteur. En gros, c'est avec ce bouton que vous pouvez choisir entre 3 positions. La première position, c'est l'alternance automatique d'allumage entre le moniteur et le viseur grâce au capteur de détecteur d'œil qui se trouve ici. En gros, le moniteur s'éteindra à chaque fois que vous rapprochez l'œil et le viseur s'allumera. C'est très pratique et cela a pour effet de ne pas vous éblouir lorsque vous avez l'œil dans le viseur. En plus, cela préserve également la batterie, donc c'est vraiment le mode que je vous recommande. La deuxième position est moniteur éteint, viseur allumé, et la troisième position est viseur éteint et moniteur allumé. Le premier mode est donc vraiment celui que je vous conseille, c'est-à-dire l'alternance automatique, mais vous pouvez évidemment avoir parfois besoin d'en choisir un autre. Attention, car la sensibilité de détection d'œil se règle dans le menu, et c'est très important, car s'il est trop sensible, cela peut devenir pénible, car l'écran s'éteindra dès que vous passez la main vers le boîtier, et nous verrons cela ensemble dans le chapitre des réglages. À gauche de votre viseur, vous trouverez une molette, il s'agit du réglage de la dioptrie. Ce réglage est très important car il va vous permettre de régler le viseur à votre vue et cela peut être très utile si vous portez des lunettes et que vous souhaitez shooter sans ces dernières puisqu'il est possible de rattraper votre correction visuelle grâce à ce réglage. À droite du viseur, vous allez trouver un bouton avec un carré qui contient 5 points. Il s'agit du bouton de réglage d'autofocus. Il vous permet de choisir la zone que vous souhaitez ou en gros comment doit réagir l'autofocus, mode suivi, mode central, etc. Autour de ce bouton, vous avez une mini molette avec 3 positions, S, C et MF. Il s'agit du réglage de la mise au point, simple, continue ou manuelle. Nous verrons tout cela dans le chapitre mise au point. À droite de ce bouton focus, vous trouverez le joystick qui vous permettra de naviguer dans le menu ou dans votre image sur le moniteur, notamment pour déplacer le carré de la mise au point ou de zoom. Il propose également un système de validation lorsque vous cliquez ou appuyez au centre. Au-dessus du joystick, vous avez le bouton AF On qui vous permet de faire ou refaire votre mise au point lorsque vous en avez besoin. En dessous, vous avez le bouton Q qui correspond au Quick Menu et donc menu rapide. Ce menu est très utile et je vous conseille vraiment de l'utiliser puisqu'il vous permet d'accéder très rapidement aux fonctions que vous souhaitez. En effet, il est possible de le paramétrer et nous allons voir ça ensemble dans les chapitres suivants. En dessous du bouton Q menu, vous avez la molette de contrôle qui fait également joystick haut, bas, gauche, droite. Avec au centre, vous trouverez donc le bouton menu 7 qui est évidemment primordial puisque c'est via ce bouton que vous allez accéder au réglage de l'appareil, mais aussi vous pourrez valider vos choix grâce au bouton 7 menu qui représente le bouton OK. En dessous à gauche, vous avez le bouton retour dont vous vous servirez pour sortir d'une page de menu ou bien d'une fonction. À droite du bouton retour, vous avez le bouton Disp, qui signifie display et donc affichage. Il vous permet d'afficher ou masquer les informations sur le moniteur ou dans le viseur. Il agira principalement dans 3 cas. 1. La prise de vue. 2. Les menus. Et 3. La lecture de vos médias. Au-dessus du boîtier, à droite, vous avez le bouton rouge REC qui vous permet évidemment de lancer et d'arrêter un enregistrement, mais également une molette arrière et une molette avant qui vous permettront de régler votre ouverture et votre vitesse. Sachez d'ailleurs qu'il est possible d'inverser la fonction des molettes dans le menu, mais également de changer le sens de la rotation. Toujours au-dessus, vous avez également 3 boutons alignés et il s'agit dans l'ordre de WB pour White Balance, c'est-à-dire le réglage de la balance des blancs, ISO qui vous permet de régler la sensibilité du capteur, et pour finir, le carré avec plus-moins qui vous permet de régler la valeur de votre exposition automatique. Sur la face avant du boîtier, vous avez 2 boutons. Celui du haut correspond à la vérification de profondeur de champ et celui du bas vous servira à déverrouiller l'objectif pour pouvoir le retirer.
Il est primordial de comprendre les informations mises à votre disposition sur l'écran du S5 et que vous retrouverez d'ailleurs dans le viseur, car c'est ce qui vous évitera de mauvaises surprises telles qu'un réglage non adapté, un oubli ou une erreur, ou bien encore qu'il est vraiment temps de changer de batterie ou de carte mémoire. J'insiste donc vraiment sur ce fait, gardez toujours un œil attentif sur ces informations et sachez quoi regarder en fonction de vos shoots. En haut à gauche de l'écran, vous avez votre balance des blancs. À sa droite, vous avez le style photo choisi. Puis la qualité d'enregistrement. Puis les modes autofocus. Et enfin le type de stabilisation. En bas à gauche, vous avez votre mode de tournage. Puis le type de mesure d'exposition. Puis votre vitesse ou angle d'obturation selon ce que vous avez choisi. Nous verrons ce réglage ensemble. Ensuite, vous trouvez l'ouverture, donc le chiffre F. Puis l'exposition mesurée, le 0 étant l'exposition théoriquement parfaite. À droite, vous avez votre chiffre ISO, donc la sensibilité capteur. Puis les infos de carte mémoire, c'est-à-dire le numéro de carte et la durée restante. Et pour finir, vous trouverez l'autonomie restante de la batterie. Au centre, vous avez également une ligne qui traverse l'écran. Il s'agit de la ligne d'horizon, ou jauge de niveau. Celle-ci devient verte lorsque vous êtes bien à l'horizontale et jaune si vous ne l'êtes pas. Si vous souhaitez la désactiver, elle se trouve dans le menu suivant. Le petit carré représente votre zone d'autofocus et vous avez la possibilité de le déplacer avec le joystick ou avec le doigt sur l'écran. Avant de commencer les réglages du menu, nous allons tout d'abord régler la luminosité de l'écran car celle-ci est souvent réglée au plus bas ou en automatique et c'est vraiment pas très pratique lorsqu'on navigue beaucoup. Cliquez sur le bouton du menu et rendez-vous sur la clé à molette bleue Config, puis cliquez à droite et descendez sur le deuxième sous-menu qui s'appelle Écran Affichage. Allez de nouveau sur la droite et descendez sur Luminosité de l'écran, puis Valider. Je vous conseille de mettre à +2 voire +3 car c'est utile notamment lorsqu'on shoot en plein jour.